Chers amis, aujourd'hui, sur ce plateau de la pensée et les hommes, qui est un plateau, comme vous le savez, qui a été conçu spécialement pour nous au Centre d'action laïque, en collaboration avec le CLAF, je suis très heureux d'accueillir deux invités autour d'une thématique qui ne laisse personne insensible, la question de la guerre. Les deux invités, ils se présenteront eux-mêmes à tour de rôle, mais je vais quand même dire leur nom, le décliner immédiatement. C'est Jean Marcia, qui a été professeur à l'École royale militaire, et Theodoros Koutroubas, qui est professeur notamment à l'Université catholique de Louvain, mais également au Canada. Alors, Jean Marcia, je m'adresse à vous tout d'abord. Par rapport à cette thématique, quelles sont vos qualités, si j'ose dire, au sens votre connaissance technique par rapport au problème? Et puis je m'adresserai à Theodoros Koutroubas. Alors, il me semble pouvoir dire quelque chose sur ce thème pour deux raisons. La première, c'est que je suis entré à l'École royale militaire comme élève en 1971. J'ai fait une carrière complète à l'armée, que je ne vais pas détailler ici, mais dont la dernière fonction était directeur de l'enseignement académique à l'École royale militaire, où je m'occupais donc de l'enseignement et de la recherche scientifique. Le deuxième motif, c'est que quand j'ai été atteint par la limite d'âge fixée par la loi le 31 décembre 2009, j'ai pris ma retraite et je me suis dit comment occuper utilement mes loisirs. Je suis donc engagé dans une thèse de doctorat en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles sur la défense européenne. Et cette thèse a porté en gros sur les questions de formation, donc dans la continuité de ma dernière fonction, mais elle était aussi orientée sur l'armée européenne du futur. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai eu l'opportunité à ce moment-là de devenir le conseiller défense du Premier ministre Elio Di Rupo en 2013 et 2014. J'ai été engagé spécifiquement pour préparer le Conseil européen de décembre 2013 qui devait comporter la défense européenne à son ordre du jour. Et dans la foulée, j'ai également préparé et assisté au Conseil atlantique de septembre 2014. Donc c'est nanti de cet ensemble de travaux pratiques et de recherche théorique que j'ai terminé ma thèse et je l'ai soutenue à l'ULB le 7 septembre 2015. Voilà donc en gros sur quoi je fonde mes propos depuis lors. Je donne environ 40 conférences par an sur le thème de la défense européenne et je suis heureux de participer aujourd'hui à une émission sur ce thème. Il faut dire que c'est une expérience extraordinaire, expérience pratique, expérience d'enseignement, expérience de recherche. On est vraiment très honorés de vous avoir avec nous sur le plateau. Je me tourne vers Theodoros Koutroubas. Theodoros, pouvez-vous en quelques mots vous présenter et nous dire quelles sont vos connaissances qui sont plutôt via l'angle des sciences politiques par rapport à cette thématique de la guerre? Avec plaisir. J'ai beaucoup travaillé sur les relations de la religion organisée avec le pouvoir politique et sur le rôle de la religion organisée en tant que facteur dans la sphère géopolitique. J'enseigne d'ailleurs à l'Université de Montréal un cours sur ce sujet. Et suite à l'invasion russe à la République d'Ukraine en février 2022, j'ai commencé à travailler avec d'autres collègues sur le volet religieux de cette guerre. Et ceci m'a conduit à écrire une série d'articles sur ce sujet, donner une série de conférences sur ce sujet et m'approfondir un petit peu sur la question de la guerre juste, de la justification religieuse à une guerre et au rôle qu'une église ou une religion organisée en général peut jouer dans un État au moment où cet État se trouve en guerre. Alors on va attaquer le vif du sujet, la question de la guerre elle-même. Pour un philosophe, c'est quand même difficile d'ailleurs à définir. À ma connaissance, aussi loin que l'on retourne dans nos recherches sur l'être humain, il y a eu conflit, il y a eu rixe, il y a eu bataille. Est-ce qu'on peut soutenir la thèse qu'il y a eu guerre? C'est évidemment difficile parce que c'est faire un petit peu de la préhistoire fiction. Mais enfin, d'après vos connaissances, peut-on dire que la guerre s'inscrit au cœur même d'une forme d'identité de l'humain? Ça fait un peu froid dans le dos, mais est-ce qu'on pourrait soutenir cette thèse? Oui, moi je le ferai certainement. Dans le cadre de ma recherche doctorale,
j'ai bien entendu considéré essentiellement l'avenir, c'est-à-dire la défense européenne, mais j'ai aussi fait une recherche historique très approfondie pour montrer sur quoi reposaient les principes que je mettais en avant. Et je suis donc remonté dans l'histoire des guerres jusqu'à environ 10 000 ans avant notre ère, où on a le récit d'une première campagne menée par l'armée égyptienne, où le pharaon, déjà à l'époque, avait des problèmes avec les tribus du Sinaï. Et donc on constate qu'à l'époque, une armée égyptienne composée uniquement de fantassins a tenté d'aller remettre de l'ordre dans le Sinaï. Et on a toute une histoire qui s'étale au fil des siècles et dont ressortent un grand nombre de choses pérennes. Par exemple, la division des armées en infanterie, cavalerie, troupes de type artillerie, génie, logistique, navigation. Tout ça se retrouve déjà dans l'Empire assyrien. Donc il ne faut pas croire que ce sont des inventions récentes. Donc le phénomène de guerre, il est, je pense, lié à la nature de l'être humain et à la nature du pouvoir politique. Le pouvoir politique a, bien sûr, pour moi, le devoir de protéger ses citoyens contre les agressions, certainement, et même contre les menaces. Mais quand on a constitué un outil de défense, on peut être aussi tenté de l'utiliser de manière offensive. Et donc, les pulsions de domination, d'expansion, d'impérialisme ont très très tôt dans l'histoire, comme je le disais, il y a près de 12 000 ans, ont fait que très souvent, certains attaquaient leurs voisins pour étendre leur empire, pour accroître leur richesse. Je pense que c'est Hérodote, le père de l'histoire, qui a dit que la guerre est le père de tous. Polemos patir pandon. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un moment où l'être humain était pacifique, où la société organisée des êtres humains était pacifique. Je pense que même l'hindouisme ou le bouddhisme, une fois devenu religion officielle de royaumes constitués, des entités constituées, a servi comme justification idéologique à la guerre que faisait l'État. Et souvent, pour la religion organisée, la guerre était aussi une opportunité de conquête de territoires dont la population allait changer de religion. Donc je ne pense pas qu'on a eu historiquement un moment sans guerre. Mohandas Gandhi a essayé le premier à faire une sorte de résistance pacifique et c'était justement unique dans l'histoire, avec succès. Mais si je vois par exemple le conflit actuel au Sri Lanka entre la majorité bouddhiste et la minorité musulmane, je vois que même les communautés religieuses qui définissent le plus pacifique possible sont belligérantes quand elles pensent qu'il le faut. Alors ça, c'est la question évidemment de la religion sur laquelle on va revenir, qui est un facteur non négligeable. Mais ce qui m'apparaissait aussi en écoutant Jean Marcia, c'est qu'au fond, le phénomène est aussi duel. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la guerre à des fins d'expansion territoriale, économique, peut-être oppressive par rapport aux voisins, de volonté de le soumettre, enfin, etc. Mais il y a aussi la guerre en tant que moyen de justifier l'autorité d'une personne dans un État ou dans une région donnée. Ce qui signifie que certaines personnes qui exercent l'autorité politique ont besoin de la guerre pour se maintenir en place. Tout à fait. Pour souder une société, des moyens efficaces, c'est de se définir un ennemi commun. Et on constate que c'est une technique assez souvent utilisée par les dirigeants. Soit on se trouve un ennemi commun extérieur, soit on trouve une tête de Turc en interne, et donc on persécute une minorité, par exemple. Comme c'était le cas des bouddhistes, eh bien, en Birmanie, on a également une oppression par les bouddhistes des minorités rohingyas, qui sont plus proches, elles, du Bangladesh. Oui, alors que notre imaginaire est d'imaginer un bouddhisme pacifique, etc. Voilà. On confond souvent le bouddhisme petit véhicule philosophie et le bouddhisme religion, qui a tous les travers de toutes les religions, en fait. Si j'ai tout à l'heure Hérodote comme père de l'histoire, pour ma part, Hérodote a beaucoup de mérite, mais il a travaillé plutôt l'histoire anecdotique. Pour moi, le véritable père de l'histoire, c'est un autre grec
c'est Thucydide, c'est son ouvrage sur la guerre, l'histoire de la guerre du Péloponnèse, qui reste pour moi la pierre d'angle de l'art militaire. Et donc on retrouve là-dedans, dans le discours que Thucydide a écrit, mais où il retrace un discours que Périclès aurait tenu aux Athéniens, où il explique qu'il faut faire la guerre à Sparte, parce que Athènes, puissance dominante, mais contestée par une puissance montante qui est Sparte, n'a que deux solutions. C'est soit de se soumettre à Sparte, soit détruire Sparte. Et donc il explique les choses très clairement. Et on a, dans des éditions ultérieures de Thucydide, notamment celle faite par Jacqueline de Romilly, une des éditions retrace un essai d'application du principe du piège de Thucydide, comme on l'appelle, à différents conflits au cours de l'histoire, en particulier à la Première Guerre mondiale. Et on peut même avoir un peu froid dans le dos en s'y disant que le même scénario risque de se répéter par le fait que la Chine communiste conteste la place dominante que les États-Unis d'Amérique occupent sur la scène mondiale depuis la fin de l'URSS. Et donc on a là aussi une possibilité de conflit mondial qui se dessine sur base du même raisonnement que Thucydide a très bien montré il y a 2500 ans. Oui, en démontant d'ailleurs politiquement très finement le comportement des protagonistes, puisqu'ils n'hésitent pas à faire dire à un moment donné à un amiral athénien « Vous nous avez rien fait, mais nous sommes en position de force et vous êtes en position de soumission. Et si vous étiez à notre place, vous feriez de même. » Voilà. C'est un cynisme terrible, mais en même temps, ça n'a pas pris une ride aujourd'hui, car souvent, c'est la seule légitimité de cette violence. Parfois, un dirigeant politique pense qu'il doit faire la guerre parce que sa popularité décline, le régime est aux abois et la guerre va souder, comme vous l'avez très justement dit, les sentiments de loyauté de la population. Ça peut parfois être très risqué. Le général Galtieri, président de l'Argentine, a fait la guerre contre le Royaume-Uni pour rapatrier les îles Falklands dans les girons de la mère patrie, et il a perdu. Et non seulement il a perdu, mais la question de Falklands s'est résolue à jamais et la dictature est tombée. Il y a d'autres fois où un dirigeant, mais ça c'était plutôt dans le passé, décide de faire la guerre parce qu'il est en quête d'une legacy. Il est en quête d'une réputation qui va le suivre après sa mort. Et on a eu ça dans le passé. Alexandre commence la guerre contre l'Empire perse, officiellement pour se venger de la, on va dire, invasion perse contre la Grèce dans les temps, mais en réalité, Alexandre est en quête d'une legacy, est en quête d'une réputation, d'une femme pour lui-même à l'éternité. Et là, il réussit. Actuellement, je pense que les efforts qu'on croyait qu'on faisait après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a déclaré la guerre illégale, où on a dit qu'un État ne peut plus faire la guerre, n'ont abouti à rien. On a abouti à une grande, on va dire, hypocrisie. On ne déclare plus la guerre comme au passé. On a des situations conflictuelles, des opérations spéciales, pour citer Vladimir Poutine. En réalité, la guerre est toujours présente. Elle est toujours menaçante pour l'équilibre de la planète et, vous l'avez dit, la possibilité même d'une troisième guerre n'est pas à exclure dans un contexte où officiellement il n'y a plus de guerre. Donc si je vous entends bien l'un et l'autre, l'idée de guerre juste et de guerre injuste, qui est une thématique très importante chez les théoriciens, surtout depuis la Renaissance, si je tiens bien, n'est pas véritablement relevante. Ou bien je ne vous ai pas compris. Je me suis sans doute mal exprimé. Je crois que la distinction entre guerre juste et injuste a toute son importance, notamment pour la constitution des forces morales d'une armée. On ne construit pas les forces morales lorsqu'on se défend d'une agression. On construit une autre armée si on veut agresser son voisin. Voilà. Si on veut se défendre, il est possible de concevoir une armée répondant aux principes démocratiques, comme
les fondateurs de la Bundeswehr l'ont fait à partir de 1955. Donc l'armée allemande. L'armée allemande, l'armée de la République fédérale allemande. Par contre, si on envisage une guerre d'expansion, de revanche, comme Hitler voulait le faire dans les années 1930, on constitue alors une Wehrmacht qui ne repose évidemment pas sur les mêmes valeurs, sur les mêmes fondements juridiques, sur la même capacité de formation. Donc il faut bien distinguer les choses. Et dans le cadre de ma thèse, je m'étais particulièrement intéressé à cela et j'ai essayé de retrouver quels étaient les penseurs qui avaient les premiers ou le mieux décrit cette question. Bien sûr, il y a des théologiens qui ont écrit là-dessus, des juristes, mais moi je cherchais plutôt du côté des praticiens de la chose militaire et j'ai trouvé dans la littérature la trace d'un personnage tout à fait étonnant qui est le comte Wilhelm zu Schaumburg-Lippe-Bückeburg, que peu de gens connaissent, mais qui a connu une carrière militaire tout à fait remarquable. Il était devenu, par le hasard, parce que son frère, prince régnant, avait été tué en duel, il est devenu le prince régnant d'un tout petit comté dans la région où j'ai servi en Allemagne il y a bien longtemps. Et donc, il y avait une petite armée comtale. Nous sommes à quelle époque ? Au XVIIIe siècle, pardon, il est né en 1724, il est décédé en 1777. Et donc, il avait sa petite armée comtale et la spécialité locale était l'artillerie. Donc, c'était des gens avec un niveau de formation élevé. Et il a brillé dans la guerre de succession d'Autriche, durant la guerre de 7 ans, puis dans la guerre d'Espagne. Et lui considérait qu'il n'y a pas de guerre justifiable si ce n'est la guerre défensive. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait une carrière qu'il a menée au commandement de l'armée portugaise, et même d'une armée composée des Portugais et des Britanniques qui s'opposaient aux Espagnols et aux Français dans le cadre de la guerre d'Espagne, il a vaincu les Espagnols et les Français, ce qui était assez étonnant par rapport au rapport des forces de l'époque. Et puis, après la guerre, il est rentré dans son comté et il a développé l'académie militaire qui permettait justement de former ses artilleurs. Et dans le cadre de cette formation, il a notamment eu un élève qui s'appelait Gerhard Scharnhorst, qui a joué un rôle absolument essentiel dans la réforme de la Prusse et de l'armée prussienne à l'époque des guerres de la Révolution et de l'Empire. Donc Gerhard Scharnhorst, c'est 1755-1813. Il a intégré l'enseignement du comte zum Schauburg et il a complètement réformé l'armée prussienne. Vous vous souvenez que Napoléon avait détruit complètement l'armée prussienne lors des campagnes de 1806 et 1807. Et donc il est assez surprenant de constater que grâce aux réformes en général de la Prusse, mais en particulier à la réforme de l'armée prussienne, dès 1813, la Prusse participe à la bataille des nations, la bataille de Leipzig, qui est une première défaite majeure, enfin une autre défaite majeure de Napoléon après la Russie et l'Espagne. Et puis, il y a la campagne de 1814, et puis finalement, en 1815, si Wellington a réussi à arrêter l'armée française au Mont-Saint-Jean, à Braine-l'Alleud, c'est en fait l'armée prussienne qui a donné le coup de grâce à l'armée française. C'est Blücher qui a finalement emporté... Sur l'aile droite de Napoléon, emporté la victoire. C'est à ce moment-là qu'il a obtenu... Et donc ces Prussiens qui avaient été archi-battus, en quelques années, ont pu recréer une force tout à fait respectable. Que vous connectez donc à l'idée d'avoir enseigné une idée de guerre juste et une idée de guerre défensive, même si... parce que souvent, c'est une chose qu'on confond, une armée peut être offensive, mais être sur une position défensive. Tout à fait. Scharnhorst, de haut temps, parce qu'il a aussi été un brillant intellectuel, il avait fréquenté les universités, il a créé une société militaire qui a servi d'inspiration à la Société européenne de défense. Il a publié un journal qui était extrêmement lu. Lui avait été plus loin que Schaumburg en disant... Il y a la guerre défensive, mais il peut aussi y avoir une guerre défensive-offensive, ce que nous appellerions aujourd'hui la contre-offensive. Et donc on revient à la situation actuelle en Ukraine, où les Ukrainiens
ont été en partie envahis et font maintenant un effort pour libérer les territoires conquis par Poutine. Et on est donc dans une phase tactiquement offensive, mais dans un contexte général de guerre défensive. Je me tourne vers vous, Théodoros, parce qu'on va quand même aborder maintenant la question qui tout de même taraude tous les esprits. La question évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Première fois dans l'histoire d'ailleurs que deux nations qui se revendiquent massivement comme orthodoxes se font la guerre. C'est tout à fait particulier sur le plan religieux, je pense. Et vous me reprendrez si je fais erreur. Comment est-ce qu'en tant que politologue, vous pensez cette guerre aujourd'hui et quels sont véritablement ses véritables enjeux? Ce n'est pas la première fois du tout. La Bulgarie, le royaume de la Bulgarie et le royaume de la Grèce ont eu la guerre pendant les guerres balkaniques, se sont battus contre eux. Et en général, la guerre est toujours, depuis le christianisme, l'avènement du christianisme comme religion officielle, officiellement défensive. Officiellement juste. Les narratifs que chaque leader utilise pour, on va dire, bétonner le moral de ses troupes et acquérir leur adhésion au projet est que ce n'est pas du tout une guerre où on souhaite conquérir quelque chose, c'est pour nos droits, c'est parce que nous sommes en train d'être le sujet d'une injustice, etc. Nous sommes menacés. Exactement. Donc, M. Poutine, son narratif n'est pas qu'il souhaite conquérir quoi que ce soit. Son narratif est que la Russie est en train d'être étranglée par l'Occident, que l'Ukraine se transforme en un agent de l'Occident qui va poignarder la Russie et opprime les populations russophones qu'il souhaite défendre. Et c'est pour ça qu'il fait cette opération spéciale. On n'utilise d'ailleurs pas du tout le mot guerre. Il est intéressant de savoir que justement la guerre est, quand elle est présentée comme ce qu'elle est en réalité, un carnage entre gens qui auraient pu très bien vivre dans la paix et s'entendre. Quand elle est présentée comme ceci, elle est détestable. Quand elle est présentée, comme elle est toujours présentée depuis que le christianisme est devenu religion officielle dans la plupart de pays à l'Ouest, quand elle est présentée comme la défense, comme la juste défense, comme la revendication de nos droits justes, là, la guerre peut être un facteur énorme de mobilisation de la population et de regain de popularité, de regain d'adhésion au régime. Et ça, c'était le narratif qui a toujours été utilisé. Il n'y a personne qui a dit, même à l'époque de l'Empire britannique où on construisait des empires, le narratif n'était pas qu'on va conquérir des terres. Le narratif officiel, c'était que c'était terra nullius, qu'il y avait des barbares qu'on allait gagner pour le christianisme. Alors, je vais me permettre de vous soumettre à tous les deux une thèse, et bon, à casser, bien sûr. Il me semble que dans le cadre de ce conflit particulier, peut-être aussi dans le cadre d'un conflit qui pourrait surgir, qui est celui qui pourrait opposer Taïwan à la Chine, et en même temps, sans doute avec une intervention américaine, donc probablement de l'OTAN dans un cas pareil, il me semble qu'il y a une sous-détermination de la violence des pays dits occidentaux de l'Ouest. Je pense que ces dernières années, ces pays ont projeté l'image d'un monde pacifique, bienheureux, respectueux de la diversité, respectueux des différences, respectueux même jusqu'au dernier carat de la façon dont chaque humain souhaite vivre, et c'est très bien comme ça. Ce pacifisme a été affiché un petit peu comme une sorte de toile à la Potemkin, mais finalement, on semble avoir oublié que les 2 dernières guerres mondiales, elles se sont bien déclarées là, et que les nations dont il est question, dont peut-être d'un certain point de vue la Belgique, où nous sommes ici, mais sont en fait des nations hyper violentes du point de vue historique. Et j'ai un petit peu l'impression que ça a été complètement sous-estimé par ceux qui nous entourent, et on a tendance à nous présenter comme malhabiles. Je ne suis pas certain que ce soit tellement le cas, et j'ai l'impression que, d'un certain point de vue, c'est une sorte de piège idéologique. Alors, est-ce que vous accepteriez cette idée-là, ou bien vous allez la nuancer tout de suite et me dire, à côté de la plaque?
il est certain que les pays occidentaux ont été hyper agressifs. Toutes les guerres coloniales sont là pour le démontrer. Le sort fait à l'Amérique latine, aux populations autochtones d'Amérique du Nord, aux Africains, aux Asiatiques, aux Océaniens. Enfin, tout ça montre que l'Occident a été, pendant toute une phase de son histoire, hyper agressif. C'est vrai que les deux guerres mondiales ont amené, et les guerres du 19e siècle avant, ont amené des courants de pensée, certainement depuis Kant et l'idée de paix universelle, mais aussi, puisque nous sommes à Bruxelles, les travaux des prix Nobel de la paix, dont Henri Lafontaine, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu au moins un Français et un Suisse qui, à la même époque, ont écrit de manière parallèle. C'était l'idée qu'on pouvait arriver à une société sans guerre en se désarmant unilatéralement. Donc ce courant-là, il était authentiquement pacifiste, je veux dire, mais il n'a abouti à rien. Il a même abouti, à mon sens, à affaiblir les nations démocratiques, à réduire leur force morale. Et donc, objectivement, quelque part, ces courants pacifistes-là ont plutôt fait le jeu des puissances totalitaires, que ce soit les communistes ou les fascistes et les nazis. Je pense qu'il faut essayer de construire aujourd'hui en Europe une vision authentiquement pacifiste, c'est-à-dire qui maintienne la paix ou la rétablisse, parce qu'aujourd'hui il s'agit bien de rétablir la paix dans notre voisinage, que ce soit du côté de la frontière ukrainienne, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit dans le Sahel. Il est clair que nous ne sommes pas en paix. Il faut donc essayer de trouver le moyen de concilier le devoir de maintenir ou de rétablir la paix avec l'absence de vision impérialiste. Alors le dernier mot peut-être à celui qui est à la fois philosophe et spécialiste des sciences politiques, grec d'origine, et donc avait une vision théorique de ce qu'est la guerre, comme on l'a dit au début, puisque les premiers grands théoriciens viennent quasiment toujours de là, Theodoros Koutouloubaz. Oui. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre ? Absolument. Je ne pense pas que c'est possible d'arriver à un monde pacifique parce que justement l'être humain est ce qu'il est. Si, en tant que politologue, tu cherches le narratif qui justifie les guerres, tous les narratifs sont fondés sur la paix. Tout le monde fait la guerre pour avoir une paix juste. Tout le monde fait la guerre officiellement parce qu'il cherche la justice, la paix, il cherche à se défendre. Je pense que personne ne va jamais renoncer à la guerre en réalité. Aucun État ne va le faire. Mesdames et messieurs, une émission sur la guerre, c'est à la fois une inquiétude, c'est une interrogation, c'est une question philosophique et politique. Entre la guerre et la paix, on pense à Tolstoï. La pensée des hommes s'attachera encore à cette thématique qui est à la fois une thématique historique et d'actualité brûlante. Merci de votre attention.